Et salut à tous, c'est Blackthorn de la planète Dark Circle. J'ai pris mon vaisseau pour venir prendre l'air sur Terre, qui est malheureusement bien moins acide que celui de ma planète, mais on y arrive tout doucement. Il faut que je vous raconte ma mésaventure. En arrivant, mon vaisseau s'est craché dans la piscine de David Robert Mitchell, et j'ai failli me noyer dans son film It Follows. C'était merveilleux. Tout d'abord, je tiens à vous parler du bain dans lequel on va tous se noyer délicieusement. Et quelle ambiance! Concernant la temporalité, le film est volontairement lent, à l'image du monstre qui nous poursuit, à l'image de Jay, notre personnage principal, et de ce petit groupe d'adolescents qui se laissent vivre paisiblement. Mêlé à cette temporalité, David Robert Mitchell nous explique que plonger dans ce film, c'est plonger dans un cauchemar. L'illogisme est donc présent. Cela permet de créer un monde étrange, un monde où les anachronismes apportent l'intemporalité, la confusion, le mystère. Et ce cauchemar est accompagné de musique. N'est-ce pas merveilleux d'avoir de la musique dans ces cauchemars? Donnant ainsi de la consistance à l'horreur du film. Et Jay possède aussi sa propre musique. Petite musique candide et douce. Et chaque apparition de l'entité est accompagnée d'une musique angoissante et légèrement différente, à l'image de son côté métamorphe. La musique principale de l'œuvre, Title, retentit comme une musique épique, symbolisant pour moi la dose de courage qu'ils auront besoin juste avant l'affrontement final contre l'entité. Et pour finir, même la ville de Détroit a sa propre musique. La ville de Détroit a vraiment fait faillite en 2013. Et le film sorti en 2014 nous présente des personnages qui nagent dans des quartiers parfois morts et délabrés. Ce n'est qu'une représentation de la réalité. Cette ville fantomatique permet d'isoler le petit groupe. Mais pas seulement. Les adultes aussi sont effacés. La mère de Jay se noie dans l'alcool. Son père n'est présent qu'en photo. Les policiers, vus brièvement lors d'une scène, n'achèveront jamais l'enquête pour retrouver Hugh. Quant à l'enseignante de Jay, elle ne la retient pas lorsqu'elle s'enfuit du cours à cause de l'arrivée de la vieille dame. Les jeunes sont donc à l'abandon. Et cet effacement permet ainsi de les laisser agir seuls, de consolider leurs liens, et qu'ils prennent leurs propres décisions, mais qu'ils fassent aussi leurs propres erreurs. Comme Paul qui tire sur Yara par accident. Ou bien tenter de neutraliser l'entité en l'électrocutant. Cela me rappelle certains jeunes qui essayaient de fabriquer des pièges artisanaux dans certains films d'horreur. Ah, Nancy. Un, deux, Freddy te couperant deux. Rentrons à présent dans le vif du sujet. Premièrement, le fait partie des films, du sous-genre des malédictions. Comme par exemple dans ce film que je ne voudrais spoiler, mais où un objet est maudit et lorsqu'on l'utilise, au bout d'un moment, on meurt. Cependant, It Follows possède un processus de malédiction bien plus attractif. Car lorsqu'une personne est maudite, elle entraîne la mort d'une autre, puis d'une autre, puis d'une autre. Cet effet en chaîne est dévastateur. Tout comme dans cet autre film dont je tairai le nom. Mais en 2022, il n'était pas très bon de sourire. Et il y a pour moi une représentation visuelle de la malédiction dans It Follows. C'est lors d'une scène où les personnages sont assis dans l'herbe, tous en cercle, où Hugh explique à Jay de faire comme lui, créer une chaîne de victimes pour tenter de s'en sortir. Et Jay, en l'écoutant, elle arrache plusieurs brins d'herbe qu'elle dispose sur son genou, en rang, comme des dominos prêts à tomber. Et pour moi, il symbolise les vies qu'elle va devoir arracher pour s'éloigner de l'entité. Et je pense qu'à ce moment-là, l'option qu'on lui donne, elle y réfléchit pleinement pour survivre. Mais là où je trouve qu'It Follows excelle, c'est dans son mode de transmission. Étant donné que c'est lors d'une relation sexuelle qu'on peut transmettre la malédiction, l'entité peut donc être vue comme une représentation du VIH. Cela justifie le fait, donc, que l'entité tue sans mobile, tout comme le VIH. À mes yeux, cette personnification rend bien plus crédible le fantastique dans le film. Contrairement dans un autre film où une cassette vidéo meurtrière peut tuer. Mais bon, le goût et les couleurs de certains humains. Chacun voit midi à sa planète. De plus, ce qui est magnifiquement adorable, c'est que cet effet domino est rétroactif. Youk passe la malédiction à Jay. Mais si elle se fait assassiner, ça remontera vers lui. Il doit y penser tous les jours, je pense. Sa mort est inéluctable et il le sait. De plus, ce qui est parfaitement ironique, c'est qu'il est limite obligé de prévenir la personne. Car sinon, sa victime ferait pas long feu face au monstre. Et l'entité le pourchasserait à nouveau très vite. Et ce qui complexifie la survie, c'est qu'il faut que la victime croie en l'histoire fantastique qu'on lui propose. Greg est un archétype de film d'horreur classique. Le sceptique, le scientifique, le réaliste, appelez-le comme vous voulez, mais il ne croit pas en nous. Il ne croit pas au fantastique. Il croit juste en ses capacités de lover, qui profite de la faiblesse de Jay pour coucher avec elle. Du coup, je suis très heureux qu'il soit mort par l'entité sous la forme de sa propre mère.
Ce qui est intéressant avec ce mode de malédiction, c'est que pour retarder à nouveau l'apparition du monstre sur nous, c'est qu'il faut coucher avec des gens. Mais ça se fait pas comme ça de coucher avec des gens. C'est pas comme leur faire regarder une cassette vidéo. J'adore cet enfer. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que ça fait énormément de possibilités scénaristiques. Par exemple, lors d'une scène, on voit Jess déshabillée pour aller rejoindre des hommes sur un bateau. Et si elle couche avec, elle retarde l'apparition du monstre. Un autre exemple, c'est que Paul est un stratège. Il est sûrement allé aux prostituées pour qu'ensuite elle le refile à un client. Ex-client avec de la chance pour eux aura une compagne ou un compagnon. C'est merveilleusement cruel comme idée, Paul. Ce qui est aussi appréciable dans le film, c'est l'apparition progressive du monstre. Lors de l'ouverture en cold open, c'est-à-dire qu'on nous présente une scène intense et ici, on nous présente la dépouille d'Annie sur la plage, avec la jambe bien retournée comme il faut, un vrai tableau. Et ben le monstre reste invisible. Seule sa férocité nous est exposée. La peur de l'inconnu nous traverse. Par la suite au cinéma, cela continue. Hugh nous parle d'une fille en jaune que nous ne pouvons voir, ni Jay, ni nous. J'ai pensé à ce moment-là que Hugh avait des hallucinations et était certainement le tueur d'Annie. Je commençais à perdre foi au film. Par la suite, lors de la scène au restaurant, leurs voix sont remplacées par une musique angoissante. La caméra se décentre à l'arrière-plan et nous voyons, dans une lumière rouge, un homme marcher doucement mais sûrement dans la direction du restaurant. La menace était peut-être présente bien avant que nous le sachions. Lors de la scène suivante, pour moi c'est la catastrophe. Lorsque Hugh endort Jay, je me suis dit que le film était fichu. Hugh est à mes yeux si peu charismatique qu'il ne peut être l'antagoniste principal. Il sentait le tordu de base, assassin de femmes en série, tout ça parce que sa mère ne l'avait certainement pas assez bercé. Je l'aurais oublié à la fin du film et enterré avec mon temps perdu. Très peu de temps après, à ce moment-là, le monstre arrive, la magie opère, et à son réveil, Jay est dans un fauteuil roulant. C'est très ironique car Hugh l'a mis dedans. C'est pour moi le symbole de la malédiction qu'il lui a transmis. Et à cette occasion, ce réalisateur injecte au sein du dialogue de Hugh le fonctionnement du monstre, aussi bien pour Jay et sa survie, mais surtout pour nous, que l'on comprenne les bases de ce qui sera toute la suite du film. Sans le tutoriel de Hugh, comment pourrions-nous apprécier la suite du film? Et surtout, ce qui est magique, c'est que nous passons du rêve au cauchemar, d'une petite vie paisible à une traque sans relâche, et surtout du réel au fantastique. Le film a basculé dans l'irréel, et j'adore ça, je pourrais en faire une crise d'épilepsie. Et du coup, je suis en paix avec Hugh, et je trouve même qu'il a eu deux fonctions bénéfiques. La première, c'était un retardateur supplémentaire avant l'apparition du monstre, ce qui maintient le mystère sur ce dernier. Secondement, il a été un leurre magnifique. C'est une fausse piste qui m'a plongé dans le désespoir. Et c'est grâce à cette fausse déception que j'apprécie encore plus le film. Parlons à présent de quelque chose qui m'est familier étant donné que tout mon peuple en a cette capacité, se fonder dans la masse, être métamorphe. Le monstre peut prendre la forme de n'importe quel être vivant ou mort. L'entité peut changer d'apparence à son gré. Il n'a pas de forme propre. La peur de l'inconnu reste. C'est si puissant dans le film. Le hors-champ, l'arrière-plan devient un lieu infernal. L'attention du spectateur est constante et les personnages deviennent paranoïaques. C'est tellement bon. De plus, le monstre est privé d'un trait humain, le langage. Comment négocier avec ça? Aucune expression faciale. Cela le rend si neutre, glacial. Nous sommes dans un vide de compréhension. On nous renvoie juste vers le mystère et l'inhumanité du monstre. Ce qui, je trouve, rend le monstre redoutable, c'est une démarche commune, des habits d'humain, afin de se fondre dans la masse, pour au dernier moment venir se fondre sur sa victime. Ce qui le rend effrayant aussi, c'est sa marche lente, sans interruption. Cela lui donne une forme d'assurance. L'entité prend son temps pour venir vers toi, pour venir te tuer. Cela renvoie à du sadisme. Il marche dans le plus grand calme, confiant, comme s'il savait que tôt ou tard, peu importe, le temps que ça prendra, il t'aura. C'est un tueur de sang-froid, c'est glaçant. Il peut avoir quelqu'un à l'usure. C'est une affaire d'endurance mentale et physique. On ne peut jamais baisser notre garde. Pour parler de la suite, je tiens à vous rappeler que tous les maudits de la chaîne doivent s'abonner et mettre un pouce bleu. Je plaisante, je tente un peu d'humour humain.
Je voulais vous rappeler que tous les maudits de la chaîne de malédiction voient l'entité pour venir à la scène qui m'a fait le plus rire. Oui, j'apprécie un trait d'humour dans un film d'horreur. Et je voulais analyser le pourquoi j'avais ri. Je parle de la scène où, soudainement, on les voit à l'arrière de la maison de Hugh, tout le petit groupe en tailleur, en train de savourer un petit goûter. Cela rend la scène grotesque et drôle. Secondement, Hugh, très nerveux, regarde si le monstre n'arrive pas. Et l'arrivée d'une sportive l'inquiète et donc, soudainement, il crie « Vous la voyez, la fille, là ?» Contrastant avec tout le reste du groupe, très calme. Et la cerise sur le gâteau, c'est que Greg, qui ne croit absolument pas au monstre, rajoute un « Moi je te crois pas, arrête tes histoires ». Alors que nous savons très bien que le monstre existe. Et c'est ces ingrédients-là qui ont été la recette de mon rire. Nous présenter Hugh sur les nerfs à ce point, c'est donc nous présenter quelqu'un qui est soumis à la malédiction depuis un long moment. Et donc quelqu'un qui glisse lentement de la prudence vers la paranoïa. Cela donne donc de la consistance à ce personnage, de la consistance à l'œuvre. L'un des autres points forts de l'entité, c'est qu'elle aime être déstabilisante, en se personnifiant sous la forme de peur et de souffrance existentielle. Lorsque Jeff est face pour la seconde fois à l'entité, elle est en classe. Son enseignante lit un poème racontant l'histoire d'une personne ayant peur de son corps vieillissant. Le monstre apparaît sous la forme d'une vieille dame, en robe de chambre. Elle peut être une potentielle représentation de la sénilité et de la peur de mourir, tout comme le poème. Une autre personnification du monstre nous est présentée. C'est une incarnation du monstre plus discrète. Jay et Paul vont à l'université dans le but de retrouver Hugh. Ils consultent une secrétaire au chemisier rouge, symbole du danger. Les voix sont à nouveau remplacées par une musique angoissante et un lent panoramique commence, nous présentant dans la cour une jeune femme marchant seule, lentement, mais d'un pas assuré. Tout nous laisse à penser à l'arrivée du monstre. Une fois qu'ils ont obtenu leurs informations, ils retournent dans la voiture. Le pare-brise de la voiture de Greg passant du flou au net nous montre à l'arrière-plan cette même étudiante, arrivant en direction des personnages. Et je pense surtout de Jay. Est-ce que j'étais paranoïaque? Je ne pense pas, étant donné qu'il est présenté sous cette forme dans la bande-annonce. La peur d'échouer à un examen, se soucier de son avenir. C'est une peur qui peut traverser l'esprit de vos étudiants, soumis à des systèmes scolaires défaillants. L'entité est lente mais sait être déstabilisante de bien des manières. Et c'est à 4 reprises qu'on la découvre sous une forme dénudée. La première est lorsque Jay est attaché au fauteuil roulant. La personne qui arrive en bas du bâtiment désaffecté est en fait la mère de Hugh. Quelques secondes avant son apparition, Hugh dit « Parfois je pense que la chose ressemble à quelqu'un que tu aimes juste pour te faire du mal ». Mais c'est subtil car nous nous en rendons compte uniquement quelques scènes plus tard, lorsque Jay frappe à la porte de chez Hugh pour le retrouver, et elle bloque quelques instants à la vue de la mère de Hugh qui ouvre la porte. Lors d'une autre scène, avec un gros plan sur une photo de famille, nous voyons sur cette photo Jay étant petite, accompagnée de ses grands-parents. Et quelques scènes plus tard, lorsqu'ils sortent de la maison en reculant la voiture, Jay découvre, en contre-plongée, sur le toit de sa maison, certainement son grand-père, nu comme un verre. Imaginez la situation avec des défunts auxquels vous avez tenu. C'est déconcertant. La troisième apparition du monstre sous une forme exhibitionniste est lorsque la mère de Greg va frapper à sa porte au milieu de la nuit pour venir le tuer. Greg ne croyait pas au monstre. Greg était à moitié réveillé pour ouvrir à sa mère. Greg a sûrement été surpris de la voir à moitié nue. Quelle mère va frapper à la porte de la chambre de ses enfants avec un sein à l'air? Le temps qu'il réagisse, il était déjà mort. Une fois qu'elle s'est jetée sur Greg, elle se frotte lubriquement à lui. Cela peut faire penser à une représentation de la au vu de la situation. La dernière représentation, et la quatrième, est celle qui m'a le plus marqué, est celle où Jay découvre dans sa cuisine une femme à moitié dévêtue, une chaussette et un haut manquant, un soutien-gorge déplacé, du maquillage coulant et des dents rouges, avec les bras attachés dans le dos et une flaque d'urine coulant de sa cuisse. L'ensemble de ces éléments visuels nous renvoie tous fortement à une victime d'agression. Il y a bien des fléaux sur votre planète, et celui-ci est un des pires. Une autre forme de perversion nous est présentée par le monstre, c'est celle du voisin de Jay, qui en tant qu'humain à 2 reprises l'observait discrètement, et pour la seconde de manière très glauque étant donné qu'il a escaladé son toit pour l'observer dans sa salle de bain. Quelques scènes plus tard, l'entité prend la forme de ce voisin, lorsque le petit groupe est caché dans la cabane. Il y a une fissure dans celle-ci, et l'entité sous la forme du voisin tente un jumpscare prévisible à souhait, mais
Cela me rappelle le voyeurisme de ce voisin, toujours à moitié caché derrière quelque chose. Ah, le monstre nous présente bien des perversions du monde. À présent, je tiens à vous parler de cette scène iconique. Pour rappeler le contexte, Jay vient de voir l'entité dans la cuisine. Elle décide de s'enfermer dans sa chambre. On frappe à sa porte une première fois et Kelly et Paul rentrent. Par conséquent, la tension redescend. Cependant, paniqué, il s'enferme à nouveau dans la chambre avec Jay. Nous entendons à nouveau frapper. La tension remonte. Ils sont méfiants, mais c'est simplement Yara qui se manifeste. Il ouvre donc la porte, pour la seconde fois, la tension redescend. Et avant même de pouvoir se poser plus de questions, un homme géant arrive dans le fond, ce qui m'a fait sursauter. Je voulais comprendre le fonctionnement de pourquoi j'avais sursauté. Et le réalisateur est très habile car à 2 reprises cette ouverture de porte qui fait redescendre la tension. De plus, une forme du monstre inédite nous est présentée, ce qui rajoute au sursaut. Cette silhouette gigantesque de l'acteur Feu Mike Lanier de 2,31 m, c'était incroyable. Personnellement, c'est l'un des rares jumpscares que j'ai apprécié dans ma vie de cinéphile. Il relève à lui tout seul tous les autres pathétiques et incalculables jumpscares que j'ai subi non pas par sursaut mais par dégoût de médiocrité. Donc merci David Robert Mitchell, merci. Continuons sur la perversité du monstre. Lorsque le monstre sur la plage lève les cheveux de Jay tout doucement, je me suis dit qu'à ce moment-là, c'était exagéré, qu'elle aurait pu la tuer aussi vite qu'elle a tué Greg. Et j'ai trouvé la paix en me disant que cette entité est tellement perverse qu'elle a pris le temps avec Jay, aussi longtemps qu'elle en avait envie. Elle prend son temps, elle aime peut-être que Jay soit sa gagneuse. Ah, la voir briser sa moralité, etc. Elle est encore plus glaçante qu'avant. De plus, qui sait, si l'entité élimine toute la chaîne, elle disparaîtrait peut-être. Qu'en pensez-vous? En conclusion, je tiens à dire que le réalisateur ne nous prend pas pour des idiots. Il nous fait confiance. Il n'exagère pas la compréhension. Sa mise en scène est subtile. Et si t'es pas attentif, tu peux louper quelques moments intéressants. Par rapport aux apparitions du monstre. Lorsque j'ai regardé le film pour la première fois, j'ai été surpris. Car à mes yeux, j'avais pas vu un monstre aussi unique depuis bien longtemps. Du coup, cela maintenait mon attention. Au second visionnage, je l'ai trouvé lent, car je n'avais plus la surprise du premier. Mais au troisième visionnage, j'ai compris que cette lenteur servait à mettre en scène des apparitions brèves et subtiles. Je ne m'en étais pas rendu compte. Oui, j'ai mis le temps. Mais mon cerveau sur votre planète baigne dans ce que vous appelez de l'oxygène. Ce n'est pas très bon pour moi. Mais bon, je m'adapte. Et par exemple, découvrir plus tard le marcheur ou l'étudiante, c'est comme des cadeaux, des représentations supplémentaires à ajouter au bestiaire du monstre. David Robert Mitchell est très accueillant car le film reste nuageux et toutes les interprétations sont possibles. Par exemple, parlons de l'eau, ce qui trouble le bain dans lequel j'avais tant de fois plongé. C'est toutes les symboliques possibles qui peuvent me traverser l'esprit en visionnant le film, me poussant à la réflexion. La présence constante de l'eau dans l'œuvre me laisse à penser qu'elle nous cache quelque chose. Au début du film, nous voyons Jay se baigner paisiblement dans sa petite piscine, symbole de détente et de loisir. Par la suite, nous découvrons cette même piscine, vidée de son eau. Le monstre est venu briser sa zone de confort. Son petit cocon d'insouciance est rompu. Elle ne peut plus se contenter de vivre. Non, non, non. Jay doit survivre et surtout se battre. Ce qu'elle fera par la suite, lors de la confrontation finale dans un bain bien plus grand que sa petite piscine. Elle ira à la piscine municipale. Et parlons-en de cette scène finale. L'entité, sous la forme du père de Jay, finit lors d'un tir en pleine tête par tomber dans l'eau après quelques loupés. Il attrape la jambe de Jay pour la noyer, mais elle s'en sort grâce à un second tir de Paul. Sous l'eau, on peut penser que son passé est présent et douloureux. Et soit le grand bain de la vie te noie, soit tu refais surface. Et comme lors d'un baptême, Jay renaît en sortant de l'eau, laissant son passé derrière elle. Mais avec, à sa cheville, une cicatrice maintenant bien visible, faite par son passé, faite par son père. Mais elle vit à présent avec. Le réalisateur laisse d'autres zones d'ombre et nous laisse, comme nous le voulons, interpréter la moralité des personnages. Lors d'une scène brève, on voit Jess déshabillée sur la plage afin d'aller rejoindre des hommes sur un bateau. A-t-elle plongé dans l'eau pour aller rejoindre ces hommes et coucher avec eux? L'histoire ne nous apporte pas la réponse, mais personnellement, lors de son retour, les larmes le long des joues et les cheveux mouillés, je pense qu'elle a cédé pour gagner du temps. Son plan était de survivre en agrandissant la chaîne comme Hugh lui avait proposé. Lors d'une autre scène, Paul est en voiture et ralentit, croisant le regard de prostituée. Paul a-t-il couché avec les prostituées? Je pense aussi que oui, étant donné qu'il l'aime Jay au point de s'être condamné lui-même pour elle, et qu'il ferait tout pour l'éloigner du monstre.
Il a l'air d'être quelqu'un de réfléchi. Il a eu un plan intelligent et l'a effectué. Encore une fois, la force du film en va de l'interprétation, ce n'est que mon avis. Qu'auriez-vous fait pour contrer le monstre? Car il y a quand même d'autres techniques que d'aller coucher avec une ribambelle de personnes, je pense. Personnellement, je pensais à lui tendre un piège en l'emmenant dans un trou bétonné, ou alors le mettre dans un vaisseau et l'envoyer dans l'espace. Pourra-t-il marcher dans l'espace? Je ne pense pas. En ne donnant pas toutes les clés de compréhension de l'œuvre, cela donne la possibilité d'interpréter, par exemple, d'où vient le monstre. Pourquoi a-t-il pris telle ou telle forme? Pourquoi il assassine des gens? Certains spectateurs utiliseront leur imagination pour trouver des réponses, et d'autres en trouveront aucune, car ils voulaient que le film les donne. Personnellement, j'appréciais avoir dû interpréter certaines parties de l'œuvre. Pour moi, c'est une force de continuer à réfléchir au film, malgré qu'il soit terminé. Ainsi, il nous suit toujours. Et la dernière scène du film nous renvoie à la question: est-ce que le monstre est encore en vie? Dans le cadre, un jardinier en chemise rouge est présent. Au premier plan, Jay et Paul marchent main dans la main, tranquillement. Mais soudainement, à l'arrière-plan apparaît une silhouette qui possède la morphologie et des habits semblables à ceux de Paul se trouvant au premier plan. Nous ne savons pas si c'est l'entité. Dans certaines fins de films d'horreur, on nous montre que le monstre soi-disant décimé est encore en vie. Ici, le réalisateur a décidé de laisser libre cours à l'imaginaire du spectateur. De plus, la dernière piste musicale du film, celle de Disaster Piece, s'appelle Ling. Linger? Et je ne sais pas. Je suis bon en klingon, mais je ne suis pas très bon en anglais. Cela se traduit par traîner, persister, qui peut laisser penser que le monstre est encore là. Avec la plus grande subjectivité, je vois cette fin de film comme une métaphore. Le monstre sera toujours là, à l'instar de nos souffrances. Elle ne nous quitte jamais vraiment. Malgré tout, et à présent, Jay et Paul avancent ensemble. Ils ont grandi, ils affrontent la vie ensemble, à deux, main dans la main, et peut-être même amoureux. Sur cette note philosophique, je vous laisse, en espérant que vous êtes en paix avec vos souffrances intérieures. Et si ce n'est pas le cas, je vous souhaite qu'elles s'atténuent, et espère même qu'elles disparaissent. Et en attendant de vous revoir, je repars sur ma planète. Et bon néant à tous.